Harouna Kaboré, persona non grata au ministère du Commerce. En tout cas, des commerçants ne veulent plus de lui à la tête de ce département ministériel. Pancarte en main, ils l'ont fait savoir ce matin devant le dit ministère. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Le son de cloche du côté des magistrats pour la formation du nouveau gouvernement, c'est la concrétisation de la séparation des pouvoirs, consacrant notamment l'indépendance de l'appareil judiciaire. La décision de justice sur l'affaire Alliance Police Nationale qui attend toujours d'être exécutée, la remise en cause de la décision judiciaire dans le litige foncier à Pazani, autant d'exemples qui démontrent à souhait que l'État burkinabé ne laisse pas les mains libres à la justice burkinabé, vous l'entendrez, le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Et puis, en sport, depuis hier, les Colombes de Salitas ont leur ticket pour le dernier tour de la Coupe CAF en poche. Au stade du 4 août, Salitas n'a pas fait dans la dentelle face à El Amal Atbara du Soudan du Sud. Elle a mis au pas son adversaire sur le score de 2-0. Retour sur les temps forts de ce match dans ce journal. Voilà pour le sommaire, les grandes articulations de ce 13h. Bonjour mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Chaude matinée ce matin du 7 janvier devant le ministère en charge du commerce. Je vous l'annonce tout de suite en titre, des commerçants, membres de la coordination des syndicats et associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle y ont battu le pavé, arguant que leur ancien ministre de tutelle a balayé du revers de la main leurs préoccupations au cours de son exercice. Ces manifestants disent donc non à un éventuel retour de Harouna Kaboré aux affaires. Sur cette sortie des commerçants, je vous propose d'entendre le porte-parole. Nous avons vécu une situation que nous ne voulons pas que cette situation se répète encore. Cette situation, c'est quoi? C'est la mauvaise gestion du ministère du Commerce que nous voulons que d'ici là, il y aura des nominations. Que le président du Faso puisse prendre en tout cas nos doléances à bras le corps et ne pas reconduire en tout cas le ministre du Commerce qui vient aujourd'hui de en tout cas prendre fin son mandat. Donc nous voulons vraiment un ministre du Commerce qui pourra vraiment en tout cas écouter les commerçants et ne pas être un ministre affairiste. Vous voyez que l'économie informelle a baissé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de concertation adéquate. Donc nous ne voulons pas de ce genre de ministre-là. Nous voulons que le président du Faso, pour la bonne marche du pays, essaie de voir pour nous trouver une personne adéquate, très bien compréhensive pour pouvoir gérer en tout cas nos doléances. Notre sitting pour pouvoir crier, pour prendre la population à témoin. Si ce type est reconduit, ce qui va se passer, en tout cas, il ne faudra pas que ça étonne les gens. Parce que nous sommes déterminés. Vous voyez que bon, l'organisation qu'on a fait, c'est ce matin seulement qu'on a décidé de faire. Alors que vous savez la force du secteur informel. Si après maintenant il y a des choses, des incompréhensions, que ceux qui l'ont conduit soient à témoin que c'est donc eux qui auraient cherché ce qui va arriver. Voilà des commerçants remontés contre une éventuelle reconduction de Harouna Kaboré à la tête du ministère en charge du commerce. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant cela, c'est peut-être aussi leur forme d'interpellation face à la non-exécution des décisions de justice par l'État lui-même. Les syndicats de magistrats dénoncent un mauvais signal envoyé à la population. Ils en veulent pour preuve la remise en cause de la décision judiciaire dans le litige foncier à Pazani et celle sur l'affaire Alliance Police Nationale qui attend toujours d'être exécutée depuis une année maintenant. Les précisions de Roméo Keïta. C'était le 14 mai 2020. Le Conseil d'État rétablissait 21 fonctionnaires de police dans leurs droits après que ces derniers aient été licenciés par l'exécutif pour abandon de poste. Conformément à la décision judiciaire, ces membres du syndicat de police dénommé Alliance Police Nationale devraient être réintégrés dans leur poste. Mais plus d'un an après, c'est le statu quo. Ces policiers attendent toujours d'être rappelés. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lenteur de l'État dans l'exécution de ces décisions judiciaires? Pour le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina, il s'agit tout simplement d'une mauvaise foi du gouvernement. En réalité, c'est une mauvaise volonté manifeste d'exécuter les décisions de justice. Voilà.
dans beaucoup de cas, c'est une mauvaise volonté manifeste d'exécuter la décision de justice. Et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de possibilité de saisir, par exemple, les biens de l'État, puisque les biens de l'État sont insaisissables, très souvent, donc, l'autorité administrative ou l'autorité se réfugie derrière, justement, cette faiblesse, bien sûr, de la loi, pour ne pas exécuter les décisions de justice. Le fait qui illustre à souhait ce mépris des décisions de justice par le gouvernement, selon ce magistrat, c'est la récente affaire de démolition de mosquées à Panzani. Quoique la justice ait déjà tranché l'affaire entre les deux protagonistes qui se disputaient la paternité de la parcelle, l'État est tout de même intervenu en récupérant le terrain querellé. Une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État. Donc il n'y aura plus de polémique entre deux acteurs. La propriété reviendra à l'État. Une décision pour mettre fin au litige qui prenait une tournure religieuse. Mais pour Emmanuel Ouedraogo, cette attitude laisse de lourds précédents. La sortie du gouvernement, manifestement, est une sortie qui remet en cause l'autorité de la justice par rapport à l'exécution des décisions de justice. Une décision de justice, ça s'exécute impérativement. Il n'y a pas de négociation possible par rapport à l'exécution. Et s'il y a des difficultés, on se réfère toujours au juge pour obtenir donc des mesures. L'exécutif ne saurait en aucun cas poser des actions ou entreprendre des initiatives qui peuvent mettre en difficulté l'exécution des décisions de justice. Selon l'homme de droit, l'autre conséquence de cette décision gouvernementale est qu'elle envoie un mauvais signal aux populations qui risquent de ne plus faire confiance à leur justice. Si l'exécutif ne contribue pas à l'exécution des décisions, naturellement, l'exécutif prépare le terrain à ce que véritablement lui-même son autorité soit mise en difficulté. Parce que la population, c'est à travers, bien sûr, cette autorité qu'imprime les décisions de justice que la population peut faire foi aux décisions de justice. Je n'irai vers le juge que si j'ai la certitude que la décision qui est rendue va trouver à s'appliquer effectivement. Si je me rends compte que les décisions ne sont pas exécutées, eh bien, je trouverai que la justice est inefficace. Et donc, d'autres voies vont s'ouvrir et ce sera, bien sûr, l'anarchie et l'indiscipline généralisée. Le respect des décisions judiciaires, un défi parmi tant d'autres que devra relever la future équipe gouvernementale, elle qui est attendue avec impatience par les Burkinabés. Qui, pour diriger les différents départements ministériels, la formation du nouveau gouvernement est toujours attendue. Le chef du gouvernement, lui, est nommé depuis ce 5 janvier. Christophe Joseph-Marie Dabiré, de nouveau à la primature. C'est une reconduction diversement appréciée par les Burkinabés. Vous l'avez suivi hier dans nos sessions d'information. Au MPP, par contre, pas de tergiversation. Le parti au pouvoir assume clairement l'option de la continuité. Il voit en cette décision du chef de l'État le renouvellement de sa confiance à un homme qui aura fait ses preuves. Rémi Lambert-Nébier. Pour un suspense longtemps entretenu, l'effet produit s'est apparenté à celui d'un non-événement. Christophe Dabiré est reconduit à la tête du gouvernement. Du coup, le temps mis pour parvenir à ce choix de reconduction est sujet à interprétation. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est un choix tout à fait responsable. La difficulté ne se trouve pas dans le choix du Premier ministre. S'il s'agit donc de choisir un Premier ministre, je pense que les choses se passaient de cette façon il y a longtemps, que le nom du Premier ministre aurait été connu. Mais il s'agit donc de la gestion d'un ensemble. Le Premier ministre ne travaille pas seul, il travaille avec une équipe, il travaille avec un gouvernement. Il faudrait qu'après la désignation du Premier ministre, que la mise en place du gouvernement qui doit l'accompagner dans le cadre de la mission qui lui a été confiée se fasse dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Pour cela, il fallait mener des concertations en amont pour s'assurer qu'après la nomination du Premier ministre, on ne va pas trop traîner pour la mise en place du gouvernement. Un nouveau visage pour ce nouveau départ était attendu. Mais Rochma Christian Kaboré a opté pour la continuité. La stratégie semble être celle qui consiste à faire du neuf avec de l'ancien. Et au sein du parti, le choix est jugé réfléchi. Il ne s'agit pas d'un mandat de rupture, il s'agit donc d'un mandat de continuité
pour renforcer les acquis et ouvrir de nouveaux chantiers pour le plus grand bien du peuple de Burkina Faso. Donc c'est un choix raisonné, c'est un choix tout à fait responsable, c'est un choix qui est assumé. Le bilan de Christophe Dabiri est ce qui a milité en sa faveur selon sa formation politique. Et le bilan du président s'évalue en termes d'actions menées par le gouvernement. Et vous savez qu'il y a eu 2 premiers ministres qui ont dirigé le gouvernement pendant le mandat passé. Il y a le premier ministre Kabatieba qui a fait 3 ans et le premier ministre Christophe Dabiré qui a fait 2 ans. Et le peuple a considéré que le bilan était positif. Au niveau de notre parti également, nous avons considéré que le bilan était positif. Donc c'est sur la base de l'appréciation positive qui a été faite du bilan du Premier ministre Christophe Dabiré et de son gouvernement que le président a décidé de lui renouveler sa confiance. La formation du gouvernement espérée au plus tard dans les prochaines 48 heures dévoilera davantage les intentions du parti au pouvoir pour les premiers mois de ce dernier quinquennat de Roch-Marc Christian Kabore. Les déplacés internes retrouveront leur domicile à cœur joie. L'ennemi sera mis hors de notre pays. En somme, la protection de la population sera notre mission première. C'est le président réélu du Burkina Faso qui parle. Au titre des promesses également, la réconciliation nationale et la création d'emplois, entre autres. En attendant la formation du gouvernement Dabiré, la rédaction de BF1 revient sur les grandes promesses du second mandat du président Kabore. C'est avec Majid Bakouan. La sécurité arrive en tête des priorités du prochain quinquennat de Roch-Marc Christian Kabore. Il promet notamment de ramener la paix et la stabilité dans le pays. Excluant toute négociation avec les terroristes qui sévissent dans certaines régions du pays, il compte s'appuyer sur une implication accrue des populations tout en dotant l'armée des ressources nécessaires. Il promet le retour des déplacés dans leur zone d'origine. Avec la bénédiction de Dieu, le Burkina Faso va vivre les 5 prochaines années dans la paix. Les déplacés retrouveront leur domicile dans la joie. L'ennemi sera mis hors de notre pays. La protection de la population sera notre mission première. Roch-Marc Christian Kabore se donne 6 mois pour régler une autre question cruciale, celle de la réconciliation nationale. Il envisage de convoquer avant juin 2021 un forum de réconciliation nationale, un forum qui devra prendre en compte le retour des exilés politiques. Vous savez, j'avais toujours dit, on n'a interdit à personne de rentrer. Oui, mais vous espérez que... Nous avons dit simplement que ceux qui rentrent, ceux qui ont des procès ou des problèmes à résoudre avec la justice, doivent se présenter au niveau de la justice. Donc pour nous, on considère simplement qu'une fois que nous aurons terminé avec les élections, nous allons réunir l'ensemble des composants de notre société pour discuter de cette question de la réconciliation nationale et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. En fonction de cela, la décision sera prise. Après la sécurité et la réconciliation nationale, Roch-Marc Christian Kabore dit vouloir soutenir le secteur privé afin de créer de l'emploi pour les jeunes tout au long de son 2e quinquennat. Des barrages pour des retenues d'eau, pour permettre aux jeunes, aux femmes, de pouvoir faire des cultures de contre-saison et également au bétail de pouvoir s'abreuver. Dans son nouveau contrat avec le peuple burkinabé, Roch-Marc Christian Kabore compte construire et équiper des centres de santé en vue d'améliorer le service sanitaire. Il promet aussi de poursuivre la construction d'infrastructures routières en vue de désenclaver les villes du Burkina Faso. Des infrastructures qui, selon lui, sont des moteurs de développement. La modernisation de l'agriculture est également un défi pour le prochain quinquennat du président du Faso. Politique toujours et direction les États-Unis d'Amérique où c'est la consternation après que l'impensable se soit produit. Des militants pro-Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole, temple de la démocratie américaine, pour dire non au départ du président sortant. Tenez-vous bien, le Capitole est maintenant sous protection, mais c'est une véritable scène inimaginable. Vous allez le voir qui s'est produit.
Le Capitole, temple de la démocratie américaine sous protection de la garde nationale. Et ce n'est pas grâce à Donald Trump, mais au vice-président sortant Mike Pence qui a ordonné son déploiement pour restaurer l'ordre et faire respecter un couvre-feu après l'éruption violente pendant plusieurs heures de centaines de partisans trumpistes dans l'enceinte du Sénat et de la Chambre des représentants. Une femme est morte, une partisane de Donald Trump touchée par balle dans l'enceinte du Capitole. 3 autres sont morts aux abords, mais les circonstances sont encore floues. 52 personnes ont été interpellées. Tout a commencé en milieu d'après-midi à Washington. La foule de manifestants pro-Trump déborde les services de sécurité et envahit le bâtiment fédéral. Des scènes de chaos se succèdent. Les élus se cachent tandis que la police essaie de reprendre le contrôle. Des coups de feu et des grenades lacrymogènes sont tirés. Les manifestants entrent d'abord sous la coupole, puis au Sénat et dans la Chambre des représentants. Certains emportent des trophées, d'autres se font prendre en photo, notamment dans le bureau de la speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et c'est un président élu bien sombre qui prend la parole pour dénoncer une attaque sans précédent contre la démocratie américaine et exhorter Donald Trump à condamner ces violences. Les paroles d'un président comptent, peu importe que ce président soit bon ou mauvais. Au mieux, les paroles d'un président peuvent inspirer, au pire, ils peuvent inciter. Donald Trump avait en effet jeté de l'huile sur le feu vers midi en martelant à des milliers de ses partisans venus exprès à Washington qu'on leur avait volé l'élection. Finalement, Donald Trump exaucera en partie Joe Biden en se fendant de cette brève vidéo dans laquelle il demande à ses partisans de se tenir à l'écart de la violence et de rentrer chez eux. Je comprends votre douleur, je sais que vous êtes blessé, dit-il. On nous a volé une élection, c'était une élection écrasante. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant, nous devons avoir la paix. Et alors que le Congrès des États-Unis a fini par valider la victoire du démocrate Joe Biden à la présidence, Donald Trump, après des semaines de déni démocratique, a admis que son mandat était terminé. Les États-Unis d'Amérique, l'une des vieilles démocraties au monde, après ces scènes historiques de désolation, c'est l'indignation un peu partout dans le monde. Des anciens présidents américains au chef d'État français, en passant par le Premier ministre britannique, les réactions se sont multipliées après ces violences. Regardez. L'heure est à l'indignation après la violation d'un symbole de la démocratie américaine. De Jimmy Carter à Barack Obama, les anciens présidents américains ont été unanimes pour condamner les scènes insurrectionnelles inédites qui se sont déroulées dans l'enceinte du Capitole, pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Une honte pour Barack Obama, qui accuse le mania républicain d'avoir joué les pompiers pyromanes et renvoie à leur responsabilité les dirigeants de son propre camp pour choisir de jeter de l'huile sur le feu ou bien d'éteindre l'incendie. La contestation des résultats de l'élection, pourtant libre et au juste des comptes, est aussi pointée du doigt par Bill Clinton, qui accable le locataire de la Maison-Blanche. Les violences commises au cœur même des institutions sont dignes d'une république bananière, estime de son côté George W. Bush, alors que le président élu des États-Unis, Joe Biden, dénonce une insurrection. Des propos salués à Bruxelles par Joseph Borrell. Selon le chef de la diplomatie européenne, la force de la démocratie américaine l'emportera face aux individus extrémistes. Il appelle au respect absolu des résultats de l'élection présidentielle outre-Atlantique, un sentiment partagé par l'exécutif français. Je voulais simplement exprimer notre amitié et notre foi en les États-Unis, déclare Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington, ce n'est clairement pas l'Amérique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à un transfert de pouvoir pacifique, mais pas de condamnation des violences du côté de la Chine ni de la Russie, où une figure du Sénat a jugé boiteuse la démocratie américaine. De retour ici au Burkina Faso, depuis pratiquement ce début d'année, les abonnés Onatel ont dû remarquer ce changement. L'Onatel SA devient Move Africa, un changement de dénomination pour un meilleur rayonnement. Le lancement officiel est intervenu hier en présence de Stéphanie. L'opérateur de téléphonie mobile Onatel SA est rebaptisé Move Africa. Pas que Onatel, désormais, toutes les filiales africaines du groupe Maroc Télécom se rassemblent sous la marque Move Africa. Présent dans 11 pays sur le continent africain, Maroc Télécom compte aujourd'hui plus de 70 millions de clients en Afrique. Cette commune identité devrait permettre le rayonnement et la promotion de la marque dans chacun de ces pays. Le lancement officiel de la nouvelle marque commerciale Move Africa que nous matérialisons à travers cette cérémonie
ce jour 6 janvier 2021, répond non seulement au besoin d'harmoniser l'identité visuelle de notre entreprise avec l'évolution des activités dans le secteur des télécommunications, mais aussi et surtout à la nécessité de présenter au public une société membre d'un grand groupe de télécommunications qui est Maroc Télécom. Move Africa parce que nous avons une vision One Africa pour une Afrique qui gagne. Une Afrique en mouvement, une Afrique en pleine évolution technologique. Move Africa parce que les 10 filiales veulent fédérer leurs énergies et se positionner parmi les meilleures marques africaines en matière de télécommunications. Nouvelle identité, nouvelle couleur, avec à la clé des innovations majeures selon le directeur général de Move Africa. C'est permettre aux clients d'avoir affaire à un même groupe. Aujourd'hui, vous atterrissez dans un pays, vous avez Move Africa là où vous allez. Il y a des promotions qui sont lancées pour afficher effectivement cette appartenance au groupe. Il y a une promotion pour les communications intergroupes, si vous voulez, ou intra-groupe, puisque je parle des 10 filiales, où la communication internationale est à 1,5 francs la seconde, c'est-à-dire pratiquement le prix de la communication nationale. Donc c'est une promotion. Et également, il y a des bonus qui ont augmenté. Et on vient de lancer, vers la fin de l'année dernière, le FTTH, c'est-à-dire la fibre dans les maisons. Donc vous pouvez demander la fibre, on vous la donne à des prix vraiment qui battent toute concurrence. Le directeur général de Move Africa Burkina Faso réaffirme l'engagement de toute l'entreprise à accélérer le processus de modernisation des infrastructures. Il rassure par ailleurs ses 10 millions de clients de l'amélioration continue de la qualité du service. Leur nouvelle signature, un monde nouveau, vous appelle. Un mot de sport pour finir. Chose promise, chose faite. Les Colombes de Salitas ont désormais leur qualification pour les play-offs de la Coupe CAF en poche. Les poulains de Ladji Coulibaly ont mis au pas l'équipe soudanaise Al-Amal Atbara sur le score de 2-0 au stade du 4 août. Retour sur cette victoire de Salitas avec Sandrine Zougouri. Elles l'ont finalement réalisé. Les Colombes de la formation Salimata et Tasseri ont décroché le ticket pour les play-offs de la Coupe CAF. Face à cette équipe soudanaise, El Amal Atbara, Salitas commence très fort dès l'entame du jeu. Ayant les armes nécessaires, surtout avec un Aboubakar Sidiki Traoré, Khalifa Ninkiema, Olivier Boissy et Herman Ninkiema, tout était orchestré pour que les Colombes poursuivent leur aventure. Après 15 minutes de jeu, les hommes de Ladji Coulibaly se signalent. Sur une passe de Aboubakar Sidiki Traoré, Ayouba Michel de sa patte gauche met KO le portier soudanais. 1-0, Salitas n'a pas encore dit son dernier mot. À 1 minute de la fin de la première partie, Salitas retrouve le chemin des filets. Sur ce centre de Daniel Ouedraogo, Khalifa Ninkiema d'un coup de tête permet à son équipe d'être en sécurité. De retour des vestiaires, El Amal Atbara se réorganise. Des multiples assauts, mais difficile de franchir cette défense des Colombes bien en forme. Ce réveil va encore rendre plus dangereuses les Colombes de Salitas. Alors, ils appuient fort avec des occasions très dangereuses. Des tentatives qui refroidissent rapidement l'équipe adverse. Le match va se poursuivre, mais Salitas va devoir se contenter de ces 2 bijoux du soir. Une performance passable pour cette équipe selon le coach. Chaque équipe a un temps fort. Je crois vers la fin, nous avons adopté une stratégie, les laisser jouer. On sait que à tous les plans, nous avons placé quelques jeux. Vous avez à chaque fois trébuché devant la défense et puis repartir. Parce que c'est l'équipe qu'on a déjà vu jouer à l'extérieur, donc on a pris toutes les dispositions nécessaires pour engager la victoire. Mais vous êtes satisfait de la prestation d'ensemble de votre équipe? Bon, passable, parce que tout n'a pas été rose pour nous. Mais l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points et nous avons pu se qualifier. C'est ça qui est important pour nous. On va tirer les leçons pour les prochaines. Avant de rejoindre leurs camarades au Cameroun pour le CHAN, Samigné et ses coéquipiers voulaient coûte que coûte prouver à domicile.
C'était pas facile, mais on était préparé coûte que coûte, que ça serait un match difficile. Oui, c'est vraiment un point pour nous, car on s'est vu, on s'est parlé, on voulait donner coûte que coûte la victoire à l'équipe avant de parler, avant de rejoindre le groupe au Cameroun. C'est notre objectif. Pendant que la course continue pour le Burkina Faso, les Soudanais regagneront le Soudan Brédouis. Fin de course pour eux dans cette compétition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce sacre de Salitas que prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. En attendant, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.